se plonger dans notre troisième temps fort de la soirée des ponts. Les ponts, l'école nationale des ponts et chaussées, les ponts ParisTech, plusieurs appellations, mais une seule institution en mouvement. Et vous le savez, je vous laisse partir, chaque soirée des ponts est l'occasion effectivement de faire le point un petit peu sur son actualité. On va accueillir tout de suite le nouveau directeur de l'école, Anthony Briand. Je vous prie de l'accueillir avec moi. Bonsoir Anthony. Alors une première question presque incontournable, puisque vous avez rejoint l'école des ponts il y a 8 mois. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre part à l'aventure de cette institution? Je vais vous dire Stéphane, mais avant, permettez-moi juste de saluer Constance Rivière, qui est là encore avec nous, et de la remercier de son accueil, et puis de saluer chaleureusement nos deux présidents, le président de Point Alumni, Thierry Déo, et le président de la Fondation, Cyril Duclos, qui viennent s'exprimer. Et puis vous, toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir, pour être très franc avec vous, un peu intimidé, mais comme je ne vous vois pas très bien avec la lumière que j'ai dans les yeux, ça évite le stress. Je réponds donc à la question pourquoi. Exactement. Parce que pour plusieurs raisons, je vais essayer d'être court. La première, c'est le grand plaisir et le grand bonheur que j'ai à retrouver, j'allais dire le banc de l'école, même si c'est plus moi qui est sur les bancs de l'école, mais j'étais persuadé en venant d'y trouver deux choses. Le premier, c'est renouer le contact avec nos jeunes camarades, ces brillants élèves, on a vu 2 exemples précédemment, qui peuplent notre école, c'est notre première ressource. Et la deuxième, c'est le contact avec la recherche, parce que l'école des ponts, c'est aussi une plateforme de recherche puissante, diversifiée. Et ces 2 éléments-là, la qualité de notre formation au cycle d'ingénieur et puis notre recherche, elles sont pour moi, et j'en suis fortement convaincu, des éléments essentiels pour réussir les enjeux qui sont devant nous, ceux de la transition écologique, ceux de la transition énergétique. Et en fait, en tant que directeur des ponts, si je veux recentrer un peu le propos, c'était pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice en essayant de conduire cette école dans cette direction. Quel constat faites-vous après ces premiers mois et quelle perspective voyez-vous se dessiner pour l'école des ponts? Alors, c'est un constat à 8 mois, donc c'est un constat qu'il faut prendre avec les réserves du fait que je suis encore finalement jeune dans le poste. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout embrassé. L'école des ponts, c'est un écosystème compliqué à embrasser. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'on a une école qui a des vrais fondamentaux, des vraies forces qui viennent de loin, 275 ans d'âge. Et ces forces, elles sont celles sur lesquelles il va falloir construire. C'est cette histoire. Je pense que la première force de l'école, c'est cette histoire et cette marque. Néanmoins, et vous le savez, le monde autour de nous change, et donc il faut qu'on soit très attentif à la manière dont on est en permanence adapté à l'évolution de ce qu'on va demander au fait, à nos ingénieurs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et là aussi, ça me permet de souligner un autre élément que je redécouvre à l'école, c'est la prégnance de nos partenaires industriels, des entreprises, à la fois pour soutenir notre recherche et construire avec la recherche que j'évoquais tout à l'heure, et puis surtout, et peut-être encore plus, dans l'enseignement d'école, puisque embrasser le métier d'ingénieur, quand ils sortent de prépa, c'est pas forcément une évidence, faut un petit sas, faut un petit temps pour apprendre le métier. Et de ce point de vue-là, la formation à l'école, elle y répond bien au contact de tous les professionnels qui nous font confiance pour venir donner des cours à l'école. Et c'est ce dialogue entre l'évolution et les challenges que chacune des entreprises dans nos secteurs d'activité ont à répondre, la manière dont ça rétroagit sur nos formations, qui me semble être l'élément sur lequel il faut qu'on continue à construire dans les mois qui viennent. Continuer à évoluer, on le sait, vous parliez de mutation, d'environnement local et international. Justement, que faut-il mettre en œuvre pour se projeter sereinement et envisager l'avenir avec un maximum de sérénité? Alors je disais à l'instant, il y a des atouts forts à l'école, et ça aussi je les redécouvre. La qualité de nos élèves, c'est pas par flagornerie, mais la très grande qualité de nos élèves, c'est quand même des jeunes gens qui arrivent avec de très belles qualités. La qualité de notre corps enseignant, qui viennent de la recherche, qui viennent du monde professionnel. Cette adéquation qu'on a avec les problématiques contemporaines liées à la transition écologique, à la transition énergétique, on l'a rappelé depuis le début de cette séance. Après, pour les fins connaisseurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche,
c'est un monde que moi je redécouvre depuis 8 mois et qui s'est largement modifié ces 10-15 dernières années avec de grosses entités qui se sont construites. Et si aujourd'hui il y a pour moi un point d'attention fort et un risque sur l'école, c'est d'arriver à prendre ce virage-là du bon arrimage, du bon ancrage avec un établissement de plus grande taille qui puisse sublimer l'école. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis persuadé que l'école, avec tous les éléments que je viens de vous décrire, elle a de bons atouts et qu'elle restera à très bon niveau et qu'on continuera à former de très bons ingénieurs. Ma crainte, c'est juste que les autres deviennent meilleurs et plus attractifs que nous parce qu'on a pris des virages institutionnels que nous, peut-être, jusqu'à maintenant, on n'a pas complètement pris. Et donc, s'il y a une perspective, en tout cas une perspective institutionnelle, c'est de trouver cet ancrage-là. Notre contrat d'objectif et de performance qu'on a signé avec la ministre le printemps dernier l'écrit en dur, puisqu'on doit étudier les modalités d'une intégration à terme à l'Institut Polytechnique de Paris. Vous savez que cet institut, c'est le regroupement aujourd'hui de 5 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'ENSTA, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et l'ENSAE, sur le plateau de Saclay. Cette intégration institutionnelle ne veut pas dire déménagement de l'école des ponts, rassurez-vous, on restera à Champs-sur-Marne. Ceci étant, c'est une vraie opportunité, notamment dans la perspective de porter aussi la visibilité de l'école à l'international. Et je pense que c'est un mariage de double intérêt, et pour IP Paris, et pour nous. Et vous le disiez aussi en introduction, pour vous, l'école doit préserver et conserver toute sa singularité, y compris en intégrant effectivement des pôles plus larges. Oui, parce que vous imaginez bien que sur la table de travail du directeur, et d'ailleurs pas que du directeur, de l'ensemble des directeurs de l'école, le sujet de l'évolution institutionnelle est en haut du panier, ou en haut de la table de travail, mais je ne veux pas en faire non plus complètement l'alpha et l'oméga de la manière dont on va conduire dans les prochaines années l'école, pour une raison simple, c'est que pour être plus fort dans ce genre d'évolution institutionnelle, il faut être sûr de ce que l'on défend et de ce que l'on apporte. Et comme je vous le disais à l'instant, moi, j'avais aucun doute, mais j'en ai encore moins après 8 mois, des forces qui font l'école des ponts, de la singularité des champs d'expertise qui ont fait son histoire, qui ont fait qu'elle a produit un certain nombre d'ingénieurs qui peuplent aujourd'hui et qui font la force de l'industrie française. Et c'est donc en réfléchissant à comment on se renouvelle, on se réinvente dans nos secteurs d'activité traditionnelle, comment on accompagne les transitions dans ces secteurs d'activité, que l'on sera encore plus fort dans la manière dont on s'inscrira dans ces dynamiques, que d'aucuns pourraient craindre être trop englobantes. Voilà, c'est pas une absorption, on va trouver un partenaire avec lequel on va faire une équipe pour avoir plus de visibilité internationale, pouvoir mieux offrir des offres plus complètes auprès de nos partenaires, notamment nos partenaires industriels. Mais encore une fois, j'y tiens beaucoup. C'est travailler sur ce qui fait la singularité de l'école et la force de son histoire et la faire vivre dans la vie. Vous parlez d'héritage, de transmission, d'évolution. Justement, une dernière question. Comment l'école des ponts peut contribuer à réinventer le génie civil à l'heure de la transition écologique, selon vous? Alors, ce serait prétentieux de... Vous avez 3 heures. C'est ça, au moins. Ce serait prétentieux de vous dire comment on va réinventer le génie civil. Non, par contre, j'ai là aussi une certitude, c'est que ça fait partie aussi, ces métiers, ces secteurs d'expertise de l'histoire de l'école. Et donc c'est sur cela qu'il faut qu'on capitalise et qu'on accompagne l'évolution de ces secteurs d'activité. Le génie civil en est un, c'est pas le seul, mais ça fait partie quand même du cœur des métiers historiques de l'école, pleinement dans la transformation du XXIe siècle. Le génie civil évolue, la manière de faire des ouvrages d'art, la manière de penser les structures sont plus tout à fait les mêmes. Je cite un de nos grands anciens, Antoine Picon, qui dit que hier, il fallait domestiquer la nature quand on faisait du génie civil. Aujourd'hui, il faut négocier avec la nature. Je trouve qu'il y a là une belle réflexion à mener. C'est exactement cette dynamique-là qu'on essaie de porter. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu de faire évoluer nos formations pour être up-to-date par rapport à la manière dont les secteurs professionnels font le génie civil ou anticipent qu'on le fera dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Avec toutes les composantes et toutes les disciplines qui constituent l'école. Exactement. Ça, c'est un point qui vous tient à cœur aussi. Oui, alors en plus c'est un point important, vous savez, et puis Laurine l'a bien rappelé, ce qui fait aussi la force de l'école, c'est d'avoir cette multitude
d'offres et de capacités offertes à nos étudiants, à nos élèves de cette année, et de trouver chaussures à leurs pieds dans leurs aspirations profondes. L'exemple de Quentin est aussi un bel exemple. C'est donc à la fois vraiment de continuer à investir, à se réinventer sur les métiers historiques, tout en gardant ce caractère généraliste à l'école, et puis qui donne cette qualité de formation est supplémentable à nos ingénieurs qui sont remarqués et remarquables sur le marché. Je vous donne un chiffre, c'est celui que j'utilise tout le temps. Vous savez qu'on diplôme entre 260 et 270 ingénieurs tous les ans, qu'il y a 45 000 ingénieurs qui sont diplômés dans ce pays. Je vous fais grâce du calcul, 270 divisé par 45 000, ça fait 0,6%. Notre ambition, ça doit être de se demander comment dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, ces 0,6% restent des ingénieurs qui sont remarqués et remarquables. J'en ai aucun doute, mais il faut qu'on reste attentif. Merci Anthony Briand pour cet éclairage. Et puisque la soirée est placée sous le signe de l'héritage, nous allons parler de transmission grâce à un film, Les Grands du génie civil. Nous allons être rejoints par Nicolas Boulanger, son réalisateur, lui-même alumni, pour évoquer le contenu de ce film ensemble. On peut l'encourager. C'est pas évident d'être devant cette assemblée. Bonsoir Nicolas Boulanger. Bonsoir. Alors, Nicolas, Anthony, si, ça marche. Quand on parle de film, on parle pas de... Enfin voilà, c'est un vrai film, c'est un véritable documentaire qui est en train d'être constitué. Et même si son titre est évocateur, de quoi va parler Les Grands du génie civil? Alors au départ, il y avait un double constat. On s'est rendu compte qu'il y avait des très grands professeurs, très émérites, très connus, qui allaient quitter les ponts, quitter l'enseignement parce qu'ils en sont en retraite, et dont on n'avait pas nécessairement conservé une véritable trace qu'on pouvait transmettre. À côté de ça, il y avait plein d'élèves, dont je fais partie, qui quittaient les ponts sans avoir nécessairement une vraie culture du génie civil, de l'héritage de l'école, qui passe un petit peu au travers de l'école comme des flèches. Et on s'est dit que c'était important qu'à ces jeunes-là, on puisse leur montrer, on puisse raconter les ponts. Voilà. C'est quoi les ponts? Quels sont les grands noms qui sont passés au pont? Quels sont les grands ouvrages des 30-40 dernières années? De façon à ce que la diaspora des ponts porte aussi une culture, une idée, parce que là on est entre nous, mais voilà, comment est-ce qu'on raconte les ponts aux jeunes, y compris par exemple, je ne sais pas, une jeune élève de terminale, de maths P, qui dit « Ah mais les ponts, c'est pour les hommes ». Justement, là on peut montrer par le film ce que c'est que les ponts, comment ça fonctionne, ce que c'est que le génie civil un peu aujourd'hui, au travers. Alors, important quand même. Donc on a fait des interviews. C'était la prochaine question. Non. On a fait des interviews de gens très très émérites des ponts, environ 5 ou 6. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr Vient le jeu, Pécaire, Mimram, enfin des gens très très importants. Et ça a été un choix assez courageux de l'école de se dire, bien entendu, on va parler de ces grands maîtres qui ont tout inspiré, mais également, on va faire des portraits de la relève, de ceux qui ont 10, 20, 30 ans de carrière, et on va leur poser les mêmes questions que ce qu'on pourrait appeler des anciens. Et donc ça, c'est le processus dans lequel on est aujourd'hui. On est en train de faire des interviews. C'est des interviews de 3 heures qui sont préparées. Ce n'est pas des questions que j'ai écrites sur mon canapé. Pour préparer ces questions, on a fait une 30aine, 40aine d'entretiens avec des gens des ponts, des chercheurs, des professeurs, pour leur dire c'est quoi qu'il ne faut pas louper, c'est quoi les questions importantes. Et après, on allait porter ces questions à tous ces ingénieurs, donc des questions sur le génie civil, sur ce que ça signifie d'être ingénieur, et sur, puisque c'est un sujet aussi, la transition. Donc un film qui s'adresse à toute la communauté des ponts, mais pas que, qui va dépasser effectivement la communauté des ponts. Une question sur son contenu justement. Il y a plusieurs enjeux qui sont évoqués justement au travers des témoignages dans ce film, et parmi eux, la transition, qui sera aussi la transition écologique, qui sera au cœur des échanges et qui transparaîtra dans les témoignages. C'est important d'avoir un film qui témoigne de cette thématique.
Oui, en fait, je réponds par là à la question que vous me posiez tout à l'heure. Je pense qu'on est exactement là sur un objet à la fois pédagogique, qui donne à voir à nos jeunes élèves ce qu'a été la carrière de nos grands anciens qui ont passé toute leur carrière professionnelle sur les ouvrages d'art, et puis à des plus jeunes professionnels qui, eux, se projettent aussi peut-être à horizon de 10, 20 et 30 ans. Et donc cet objet est un objet pédagogique. Au-delà d'un objet pédagogique, c'est un vrai film, c'est-à-dire qui met en lumière et qui met en valeur des objets très visuels, et puis finalement l'histoire de l'école à travers ces objets et les personnes qui le font. Et puis c'est ce pont, cette passerelle, excusez-moi du mauvais jeu de mots, entre hier et aujourd'hui. C'est tout le choix éditorial de Nicolas, et il a eu bien raison d'avoir des gens qui sont à des moments différents de leur carrière professionnelle. Ces contrepoints sont à mon avis très riches pour qu'on comprenne, qu'on approche une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, comment on réinvente le génie civil. Et justement, puisque vous parliez d'éditorial, de narration, vous avez choisi de vous laisser porter aussi par ces témoignages et de ne pas vous enfermer dans une idée préconçue de ce que peuvent être ces grands du génie civil. Alors ça, c'est la force de la demande des ponts. Moi, je fais beaucoup de films, évidemment, c'est mon métier. C'est très rare qu'on ait une demande aussi claire, aussi pure, et c'est assez courageux. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas dit il faut mettre en avant tel slogan, il faut parler de ça. Et d'ailleurs, c'était une inquiétude quand j'ai rencontré les chercheurs, quand j'ai rencontré les anciens élèves. Ils m'ont dit on n'aimerait pas que le film aille fanfaronner, fanfaronne trop. Et donc, je leur ai dit écoutez, si c'est ça, c'est très bien, on va partir de ces entretiens. Donc, de ces entretiens avec les chercheurs, les professeurs, tout l'écosystème des ponts, pour voir quels sont les sujets importants. Donc encore une fois, c'est pas écrit sur un canapé, c'est les ponts qui interrogent les ponts. À différentes générations, c'est les chercheurs qui interrogent les ingénieurs, c'est les professeurs qui interrogent leurs anciens élèves. Et donc ça permet de rester dans le sujet, et ça permet d'avoir une pertinence qu'on n'aurait pas eue si on avait pensé le film un peu à l'avance sur un coin de nappe. Et vous travaillez sur ce film depuis combien de temps ? C'est un film qui prend 1 an à faire. On travaille depuis novembre. Et on espère finir le film pour la fin 2023. On sera en retard, parce que c'est des gens très importants qui sont très occupés. Mais fin 2023, début 2024. Vous êtes toujours en quête de témoignages, de contenu, non ? Alors on est débordé. On a eu trop de monde. On est full. Donc ne venez pas voir au moment du cocktail Nicolas pour témoigner, c'est trop tard. Mais en tout cas, ça nous donne envie de voir ces premières images. Quand on porte un projet aussi ambitieux, Anthony, là aussi la question du financement, c'est évidemment un point clé. Je crois que vous vouliez l'aborder, cet aspect. Oui, bien sûr. Déjà, par honnêteté intellectuelle, de dire que ce projet avait été lancé avant que j'arrive à l'École des Ponts, mais je suis ravi d'en prendre la suite parce que, comme l'a très joliment expliqué Nicolas, pour plein d'aspects, c'est un très joli projet, très évocateur de ce qu'est l'école et de ce qu'est la communauté des ponts. Et donc, effectivement, un film, parce qu'il s'agit vraiment d'un film, c'est pas seulement un document à disposition des élèves, c'est un vrai film qui met en valeur l'histoire des grands ouvrages d'art. Il faut un petit peu de financement, c'est un budget d'environ 250-260 000 €, donc l'école va réussir à en financer à peu près la moitié, mais un peu dans la même stratégie que celle de Thierry tout à l'heure, il y a un sujet de tour de table financier, donc si certains d'entre vous, notamment par la voie de la Fondation, ont envie de nous accompagner dans ce beau projet, on les en remercie très profondément, et d'ailleurs ça me permet plus généralement de souligner, je ne l'ai pas assez dit dans la première partie de mon intervention, l'importance de cette communauté des ponts qui nous entoure, à la fois à travers l'association de Ponts Alumni, puis à travers la Fondation. Thierry Duclos a mis en valeur à plusieurs reprises comment les financements par lesquels vous nous accompagnez étaient cruciaux et importants dans tous les segments de notre activité, et celui-là en est un. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions à Nicolas sur l'objet. Il répondra bien volontiers. Merci à tous les deux, merci Nicolas de nous avoir présenté ce film qu'on a vraiment hâte de voir. Merci Nicolas Boulanger.